On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Christophe Couy, vous êtes policier, vous êtes évidemment du syndicat Unité. Il y a eu un nouveau refus d'obtempérer et un blessé, un policier qui a été blessé par un homme qui était à motocross. Et la semaine dernière, ça s'est passé aussi à Wittenheim. Là, on voit les dégâts qui ont été provoqués par ce refus d'obtempérer. Il y avait 3 policiers blessés. C'est toutes les 20 minutes en France et ça ne s'arrête pas, au contraire, c'est en augmentation. Oui, c'est en augmentation. Les policiers en ont ras-le-bol, mais vraiment, de tous ces refus d'obtempérer tous les jours. C'est le fléau de notre société actuelle. Et en fait, on demanderait vraiment une commission parlementaire pour s'intéresser au sujet. À un moment donné, il faut poser le débat, il faut savoir ce qu'on a raté, comment on peut faire pour effectivement muscler un petit peu la réponse pénale aussi et travailler en amont et savoir qui fait ça, quand, comment, pourquoi. C'est bien de nous donner des statistiques toutes les 20 minutes, ok, d'accord. Et quelle est la réponse pénale par rapport à ça? On attend aussi. Et comment on sait, nous, qu'après, souvent, les actes sont requalifiés pour que la justice puisse, j'allais dire, juger un peu plus rapidement qu'ils ne le peuvent. Mais bien surtout, c'est que ça donne aussi des mauvais stimuli parce que du coup... ça envoie des signaux... je suis pas très bien puni. Après tout, c'est open bar. Comment il va, le collègue là, de Maxéville à Nancy? Fracture, il a plusieurs fractures. Oui, poignets, genoux, ligaments croisés aussi. Mais surtout, c'est qu'il a eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, la personne sur son motocross qui roulait sans casque est allée le percuter volontairement, faire une roue arrière, est allée le percuter pour le faire chuter. Et donc, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il était à moto aussi, le policier, on le précise. Oui, c'était 3 policiers à moto qui voulaient justement faire un contrôle parce que la personne roulait sans casque et faisait du rodéo urbain. Et donc, imaginez un petit peu dans la tête, au lieu de vous arrêter et dire « Ok, bon, moi j'ai fait une bêtise » et voilà. Non, c'est je fonce sur les policiers et je veux... presque en tuer un et il s'est même pas arrêté, il est parti en fait. Donc en fait, aucune considération, aucune empathie, pour la vie humaine, rien pour le voilà. François Pupponi. Oui, c'est même au-delà. Le message qui est passé aussi systématiquement, c'est de dire je fais ce que je veux. Excuse-moi d'être un peu vulgaire et je vous emmerde. Oui. Voilà, moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Voilà, j'ai envie de passer où je veux, quand je veux. Et c'est pas toi, même policier, qui va m'arrêter. Même pire, t'es policier, je vais te rouler dessus. C'est ça aussi le message, et c'est ce que véhiculent ceux qui font ça pour ça. C'est même pire, c'est que toi, le policier qui est pourtant missionné par l'État de droit pour protéger et sécuriser l'ensemble des citoyens, toi, le policier, je peux te rentrer dedans, je peux t'agresser, je peux te cracher dessus, je peux t'insulter, et je ne risque rien. Et c'est ça qui est gravissime. Et le problème aussi, c'est que quand vous êtes mineur, vous ne risquez rien. Et je le redis encore une fois, on n'aborde pas assez la question de la parentalité. Quand vous avez des enfants mineurs et qui commettent des actes tels que ces actes-là, il n'est pas possible qu'ils s'en sortent. Et c'est ça le problème. Qu'ils s'en sortent sans une sanction, Naïma. Oui, voilà, mais qu'ils s'en sortent sans sanction. Et je le redis encore une fois, si nous avons aussi des drames qui impliquent aussi non seulement les policiers, mais le contrevenant, c'est-à-dire le jeune qui refuse d'obtempérer, si nous avons ces drames-là, c'est aussi la faute de notre société qui aujourd'hui ne sanctionne pas pour empêcher la récidive. Joseph Massescaron. Oui, alors on a inversé la phrase fameuse, c'est mon choix, c'est mon droit. À partir de c'est mon droit, c'est mon choix, c'est mon droit, moi ce qui me frappe, c'est que quand on entend ces personnes, elles ne considèrent pas plus du tout, malheureusement, les policiers comme des représentants de la force publique ou de l'autorité de l'État. Non. Ils le voient comme une autre tribu, mais une autre tribu, qui occupe un territoire. C'est exactement, quand on les entend, c'est exactement l'impression que j'ai. Alors je ne sais pas si vous avez l'impression, mais... Ouais, c'est aussi, vous nous gonflez, vous êtes là, mais de quoi vous vous mêlez. Vous ne devriez pas être là, vous ne devriez même pas être là. Vous êtes, c'est de tribu à tribu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, de groupe à groupe, de clan à clan. Et donc il n'y a aucune transcendance, bien sûr, il n'y a aucune autorité. Bien sûr. Alexandre Devecchio. Non, Joseph Massescaron a raison là-dessus. Juste une précision, je crois que Naël, c'est 15 refus d'obtempérer avant le drame. Donc effectivement, c'est un policier qui a tiré, mais on peut s'interroger sur la responsabilité de la justice. S'il avait été sévèrement puni avant, on peut imaginer qu'il n'aurait pas récidivé. Donc là, il y a un laxisme de la justice sur ces questions-là, mais de manière générale, parce qu'il n'y a pas assez de prisons, parce que l'autorité dans la société n'est plus une valeur qui fait qu'on en arrive là. Et donc, ces refus d'obtempérer en série sont un symptôme
d'une forme d'effondrement de toute forme d'autorité, et en particulier de l'autorité de l'État. Louis de Ragnel, j'aimerais qu'on évoque avec vous une information Europe 1 concernant une affaire absolument macabre, la découverte d'un corps démembré placé dans une valise sous le pont d'Austerlitz, dans le 12e arrondissement de Paris. Louis, on en sait plus aujourd'hui sur le profil de l'homme qui aurait commis cet homicide. Expliquez-nous. Oui, c'est une information de Jean-Baptiste Marty. Oui, absolument. L'homme, donc il n'est pas très vieux. Il est né le 7 octobre 1989 dans le 20e arrondissement. C'est un sans domicile fixe qui est domicilié dans une association dans le 13e arrondissement et donc qui était auxiliaire de vie et qui s'occupait donc de sa victime qui souffrait d'une sclérose en plaques. Il était l'auxiliaire de vie de la victime. Absolument. Et donc il est connu au traitement des antécédents judiciaires entre 2008 et 2020 pour usage de stupéfiants, violence aggravée, recel, association de malfaiteurs, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol, menace de mort, vol par effraction. Il avait 2 fiches au fichier des personnes recherchées. Comment on peut être auxiliaire de vie avec Alors, un tel ça, c'est la grande énigme. L'association qu'il a placée. Il a expliqué donc aux policiers, puisqu'il s'est constitué prisonnier au commissariat de la Défense à Paris, à côté de Paris. Il a expliqué donc être auxiliaire de vie de la victime qui souffrait, on vient de le dire, de sclérose en plaques. Et donc, alors qu'il pratiquait... Il s'est rendu, donc c'est ça. Voilà, il s'est rendu alors qu'il portait des soins habituels à sa victime. Eh bien, c'est ce qu'il a déclaré aux policiers. Sa victime a eu des propos irrespectueux envers sa femme. Donc, il s'est énervé, le frappe à main nue avant de le tuer. Il conserve ensuite le corps dans l'appartement pendant 1 mois avant de se décider à le découper, à le mettre dans une valise et dans des sacs. Au moment où il s'est rendu, il avait 1,16 mg d'alcool par litre de sang. Il était positif à la cocaïne. Et puis, pendant la soirée, il a livré des détails un peu macabres sur je sais pas si... N'en rajoutez pas trop non plus, Louis. Voilà, sur la manière avec laquelle il a... On a nos téléspectateurs et nos auditeurs qui sont au bord du malaise. Il a découpé le corps, mais... Voilà. Et c'est terrible que ça puisse se dérouler. Histoire épouvantable, absolument. En tout cas, c'était les informations européennes. François Bucconi. Bon, après, c'est des gens qui sont vraiment une pathologie. Enfin, c'est les psychopathes ou les schizophrènes. Mais comment on peut être auxiliaire de vie avec un le problème, c'est ça, c'est que s'il est dans un parcours social, dans un foyer pour personnes en situation de fragilité sociale, il y a des associations qui essaient de les accompagner, de les réinsérer, de leur proposer de l'emploi. Je ne sais pas si c'est le cas là. Et c'est souvent le parcours qui, la plupart du temps, fonctionne bien. Mais il a dû se retrouver dans ce parcours. Non, mais moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on est dans une société souvent victimaire, et j'ai l'impression que les handicapés sont pas les mieux traités pour le coup, et sont réellement. Enfin, on sait que c'est très difficile, ça peut être très difficile à vivre, ça nécessite une vraie assistance pour le coup, et on se dit qu'ils sont maltraités par la société en quelque sorte. Si on laisse de telles personnes être auxiliaires de vie, c'est qu'il y a un problème. Donc souvent, moi, je suis contre la victimisation. Et là, je pense qu'on ne parle trop peu de la situation des gens qui sont en situation de handicap. En fait, c'est Jean-Christophe Couvier, policier. C'est toute la problématique quand vous voulez réhabiliter quelqu'un, justement, parce que oui, on peut faire des bêtises dans sa vie, et puis d'un seul coup, on peut se racheter une conduite. C'est l'idée aussi, quand vous allez en prison, normalement, vous devez en sortir un jour de votre prison. Vous payez votre dette à la société, et on doit vous réhabiliter dans la société. Des fois, on y arrive. Il y a aussi des cas où ça marche. Et aussi, on n'y arrive pas, malheureusement. Là, en l'occurrence, c'est tout ce parcours, encore une fois, qu'on aurait dû regarder. L'association, il ne faut pas cacher, peut-être qu'elle a réussi à réhabiliter des gens aussi. Il y a eu des réussites. Oui, il y a peut-être eu des réussites. Là, voilà, il y a un drame. Psychiatriquement problématique, effectivement, il aurait peut-être fallu détecter et pas mettre cette personne-là. Mais maintenant, c'est très compliqué. 2 fiches au fichier des personnes recherchées. Ça intrigue un peu quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais après, encore une fois, c'est des choix qu'on fait des associations pour réhabiliter des gens. Et moi, je suis d'accord avec vous. Il y a un moment donné, il faut regarder un petit peu le CV de la personne. Évidemment. Et dire, il y a peut-être d'autres choses à faire que d'aller travailler dans l'humain. L'association, elle doit absolument faire l'enquête nécessaire. Il a eu 2 fiches. Alors, je ne sais pas, si les fiches étaient encore actuelles. Parce que les associations, elles reçoivent aussi des deniers de l'État. Non, oui, mais on doit regarder que pour les mineurs. Enfin, c'est quand on est avec des enfants que, par exemple, la collectivité ou l'association doit regarder selon s'il y a un casier ou pas. Mais dans certains cas, effectivement, par rapport à ce qu'Alexandre disait, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, on ait l'obligation de... Alors, les collectivités, elles le font aussi dans le cadre des centres communaux d'action sociale. Absolument. Allez, on avance. Je profite de la présence de Jean-Christophe Couvier pour évoquer ce qui s'est passé dans des centres de rétention administratifs, à la fois dans la ville de Sète, où il y a plusieurs personnes qui se sont échappées, et aussi à l'île-Sequin, dans le Nord. On fait le point d'abord sur ce qui s'est passé à Sète avec Stéphanie Rouquier sur place, et je vous passe la parole.
Les policiers parlent d'une évasion spectaculaire. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin. 10 étrangers en situation irrégulière se sont évadés de ce centre de rétention administrative. Ils sont passés par les combles du bâtiment, puis par le toit situé à 9 mètres de haut. Et pour des raisons inconnues, l'alarme ne s'est pas déclenchée. L'enquête en cours analyse donc ces défaillances. À noter que l'un d'eux a été interpellé dès samedi. Les 9 autres sont toujours recherchés. Alors, selon nos informations, ils sont âgés entre 18 et 34 ans, tous originaires d'Afrique du Nord. Et selon les syndicats de police, eh bien, cette évasion massive n'est pas une surprise. Ce petit centre de rétention installé tout proche du centre-ville de Sète est vétuste et ces policiers déplorent un manque d'effectifs criant. Ils sont seulement 5 ou 6 policiers pour surveiller 28 personnes. Merci Stéphanie Rouquier. Jean-Christophe Couvi, ce sont les policiers donc, qui sont chargés de faire respecter l'ordre dans ces centres de rétention administrative. Ils ont de plus en plus de mal parce qu'il y a de plus en plus de monde et que voilà, la situation se dégrade. En fait, on a un problème, les collègues le disent bien d'ailleurs dans le résumé, c'est les effectifs et la vétusté. C'est-à-dire qu'on travaille dans on a des conditions de travail. Eh bien oui, forcément, on est en minorité par rapport aux personnes qu'on doit surveiller. Quand il y avait 5-6 collègues qui doivent surveiller 28 personnes, imaginez si effectivement il y a des rébellions, parce que souvent c'est ça, il y a des provocations, des rébellions. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier facile pour les policiers. Il y a une époque, l'État avait essayé de regarder s'il pouvait pas privatiser les centres de rétention administratifs. Et en fait, ça leur coûtait beaucoup trop cher. Parce pour les donner à des sociétés privées. Un fonctionnaire, ça donne à manger, ça surveille, ça peut nettoyer, enfin, etc. Oui, on est multitâche. Tandis que quand vous prenez des personnes privées, il y a la personne qui va faire le repas, la personne qui est là pour surveiller, enfin, vous multipliez tout. Voilà, donc un fonctionnaire égale moins cher, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça coûte déjà, et ça coûte déjà. Et après, voilà, terminez, Jean-Christophe. Une journée dans un centre de rétention administrative, ça coûte à la société 690 € par jour. Donc, ce qui est quand même énorme. Voilà. Si une personne égale 690 € par jour. Louis, un deuxième individu a été. 14 000 €. 14 000 €. Un deuxième individu a été arrêté. Absolument, à l'instant. Info Europe 1. Okay. Exactement. Sur le CRA de Sète, le CRA de Sète, c'est ça. Absolument. Il faut juste se souvenir quand même que le centre de rétention administrative de Sète a vécu la même chose en 2023. Donc, c'est pas la première fois. Bien sûr, bien sûr. Mais ce ne sont pas des prisons, mais il faut le dire. Ce sont des personnes en situation irrégulière, mais qui ne sont pas en prison. Et qui sont placées en centre de rétention administrative pour que le préfet les ait sous la main lors des procédures d'expulsion. Aujourd'hui, il y a 1869 places en CRA de places réelles. L'objectif du gouvernement, c'était de porter, de créer 3000 places de CRA supplémentaires d'ici 2027. Ça met beaucoup de temps à être créé. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est l'inefficacité totale de ce système. En l'espace de 5 ans, il y a eu 445 000 OQTF qui ont été prononcés. Enfin, c'est tout ça a presque plus aucun sens. Il y a quasiment plus d'exécution. Et puis aujourd'hui, on vous parle sans cesse, je trouve, du droit de ces personnes qui sont placées en centre de rétention administrative. Ils ont des droits immenses. Et je trouve on en vient vraiment avec une société à deux vitesses. C'est-à-dire qu'à tous les Français, on leur demande beaucoup de choses. Ils payent des impôts, on leur demande de très gros surtout. Et s'agissant des personnes en CRA, ils peuvent choisir leur menu, ils ont un bouquet de télévision quasiment illimité, ils ont beaucoup de droits même s'ils sont privés de leur liberté. Tout est fait sous le contrôle du juge et très souvent il arrive quand même que le préfet décide de placer en CRA quelqu'un qui doit être expulsé, qui a commis des délits et ensuite le JLD, le juge de la liberté et de la détention, fait capoter le placement en CRA. Monsieur Pupponi, Christophe, fonctionne difficilement. Dans un cas comme ça, les gens sautent la barrière, partent, ils sont 7-8 à Paris. Et ils menacent les policiers. Que peut faire le préfet ? Il ne va pas lui tirer dessus. Ah ben non. Voilà, donc il y a un moment, ils ne sont pas en prison, ils sont en sorte. Donc presque les policiers sont désarmés pour les interpeller. Ils partent sur le toit, il faut imaginer la Couvi, la réponse. C'est toute l'ambiguïté en fait. C'est-à-dire que vous êtes retenu, vous n'êtes pas en garde à vue, vous n'êtes pas condamné, vous êtes retenu administrativement pour qu'on traite votre dossier administratif et qu'on puisse vous raccompagner à la frontière là où vous êtes né en fait, là où vous venez. Et souvent même on a des avions groupés, des vols groupés, parce qu'il y a d'autres pays européens par exemple qui disent voilà, on fait une destination là cette semaine avec telle nationalité, est-ce que vous avez des personnes à nous donner? On fait un vol groupé européen, etc. Et souvent, les Français ne répondent même pas. Donc c'est ça qui est fou quand même. Celui qui s'évade, il sait qu'il ne fera pas grand-chose. Il va repasser devant un juge, on va le remettre en rétention. On va les rattraper, un jour ou l'autre, ils reviennent. Et puis, effectivement, l'idée, c'est de les renvoyer très rapidement dans les pays pour ne pas les garder trop longtemps. De toute façon, on ne peut pas les garder plus de 90 jours. Naïma, rapidement. Tout à l'heure, on parlait de notre pays qui est extrêmement généreux. C'est qu'aujourd'hui, la personne qui accepte
souhaite en fait de repartir chez elle, elle est accompagnée pour investir dans son pays. Oui. Et c'est jusqu'à entre 10 000 à 18 000 euros qui lui sont donnés. On l'aide même à monter son petite entreprise dans son pays d'origine. Vous imaginez. Donc je pense que tout est fait en fait pour les accompagner, même dans leur pays d'origine. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Joseph. Oui, on a parlé très justement de droit. Il y a un élément, bien sûr, qu'on ne retrouve pas dans ce débat aux élections européennes. C'est en effet le droit et le droit européen. Ça va de soi. Oui, et comme par hasard, les mêmes qui disent parlons d'Europe, quand vous leur posez cette question et cette problématique, il n'y a plus personne. Oui, parce que ce que souligne en fait Joseph Massescaron, c'est que c'était un délit. En fait, le délit de clandestinité existait, il a été aboli par l'Union européenne. C'est Manuel Valls qui a transcrit, mais il a transcrit une directive européenne. Donc, première chose, en faire de nouveau un délit, ce qui permettra de surveiller, de faire des vrais centres de rétention fermés et surtout construire beaucoup plus de centres de rétention. Vous l'avez dit, 1850 places pour 450 000 OQTF prononcés. Sans doute le vrai nombre de clandestins, on est autour de 900 000. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas du tout. Et il faut dire aussi que du coup, comme il y a très peu de places dans les centres de rétention administratifs, on met les individus qui sont en réalité des délinquants, dont la place devrait être en prison. Donc c'est pas très étonnant qu'ils s'évadent, mais ça montre notre faillite tout simplement en matière migratoire. Vous confirmez, M. Couvi, ce sont des personnes délinquantes. Les troubles à l'ordre public, effectivement, c'est toutes les personnes qui sortent de prison. Imaginez, quand vous avez purgé une peine de prison dans un milieu carcéral qui est quand même assez dur, et vous arrivez ici, d'ailleurs je disais, ça fait un peu auberge de jeunesse pour eux, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que vous avez une tranquillité, vous pouvez vous balader dans tout le centre. Alors effectivement, il est fermé, il y a des grilles, mais on voit bien que c'est pas un haut niveau de sécurité comme une prison. Et donc quand on s'échappe, effectivement, on n'a pas les effectifs nécessaires pour empêcher. Il y a des rondes qui sont faites, mais on fait tout au rabais. De toute façon, voilà, la France, malheureusement, on a une fonction publique aujourd'hui qui est au rabais, on est à l'os, on n'arrête pas de le dire. Les derniers mots. La pression sociale est extrêmement importante et on décroche socialement. On peut pas. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on a des prioritaires, notamment les DALO qui ne c'est quoi les DALO? Droit au logement opposable et qui ne sont plus prioritaires. C'est les migrants qui arrivent qui sont prioritaires et ça c'est un vrai problème. Vous avez aujourd'hui des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a effectivement tout acté avec les directives européennes, mais on peut pas. Et ce n'est pas rendre service ni au pays d'accueil ni à ceux qui arrivent. Vous avez raison. Allez, 18h.